Donc on a beaucoup parlé de langage et de lecture depuis ce matin, mais finalement quand on regarde dans les facteurs de décrochage scolaire, les mathématiques c'est un des facteurs importants. Donc c'est une des raisons pour laquelle la prévention en mathématiques c'est quelque chose qui est important. Alors mon objectif aujourd'hui c'est de renseigner sur donc, les acteurs et les actrices du secteur de l'éducation et du secteur de la santé sur la prévention en mathématiques et en particulier les pratiques probantes, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place. Donc on va parler des facteurs de réussite et on va parler des programmes de prévention. Alors je commence avec les facteurs. Donc on a trois grandes catégories de facteurs qui vont déterminer la réussite mathématique. Les facteurs qui sont liés à la tâche. Imaginons que je voulais faire une tâche de calcul. Si je vous mets des calculs de type 2 plus 2, 3 plus 4, ou si je vous demande de faire des calculs de type 25 plus 44, 18 plus 29, forcément votre performance elle ne va pas être la même. Parce que voilà, si les calculs sont plus ou moins faciles, on est plus ou moins fatigué, on a plus ou moins des bonnes compétences. Moi je ne vais pas vous parler de ces critères-là. Je continue, on a une autre catégorie de facteurs qui sont les facteurs qui sont déterminants en fonction de nous-mêmes, de notre personne. Donc capacités cognitives qui sont intrinsèquement liées donc, à l'enfant. Je pense que les personnes qui me connaissent auraient pu imaginer que j'allais parler de ces facteurs-là parce que c'est les facteurs qui sont déterminants pour poser un diagnostic de trouble d'apprentissage en mathématiques. Mais moi j'aime bien aller dans les terrains où on n'attend pas, donc je vais parler des facteurs de l'environnement. Donc il y a tout un tas de facteurs de l'environnement et spontanément quand on parle l'environnement va avoir un impact sur le développement de l'enfant et en particulier des mathématiques, on va tout de suite penser au niveau socio-économique de la famille. Et qu'est-ce que c'est le niveau socio-économique et finalement qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Est-ce que je peux, moi, en tant que personne, changer le niveau socio-économique d'une famille? Je ne crois pas. Donc l'idée c'est de réfléchir aux facteurs à l'intérieur de ce niveau socio-économique. Qu'est-ce qui détermine qu'on est dans un niveau socio-économique favorisé, défavorisé, et sur quels facteurs on va pouvoir agir. Donc on a le niveau d'éducation des parents. Je ne pourrais pas changer quoi que ce soit à ça. Le revenu familial, on ne pourra pas non plus agir là-dessus. On a le niveau mathématique des parents. Éventuellement, on peut demander aux parents de prendre des cours de mathématiques. Mais c'est quand même pas très très écologique. Et le type d'activité que les parents font à la maison, est-ce qu'ils aiment faire des activités à teneur mathématique, c'est-à-dire faire des calculs. Pareil, les parents ils vont pouvoir faire un effort sur un mois, mais si c'est pas leur truc, ben c'est pas leur truc, on va pas leur demander de changer ce qu'ils aiment. On a un autre type de facteurs qui sont les attitudes mathématiques, les attentes scolaires et les croyances mathématiques. Et ça, on peut agir dessus. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et tous ces éléments dont je viens de vous parler, ils interfèrent sur la performance mathématique à travers d'autres facteurs plus concrets qu'on peut mesurer et sur lesquels on pourrait agir. Donc il y a les ressources mathématiques qu'on a à la maison. Quand je parle de ressources mathématiques, je ne parle pas forcément du cahier de vacances de mathématiques qu'on est en train d'acheter parce qu'on est au mois de juin. Ça peut être, est-ce qu'on a des craies ou des stylos et un cahier et un tableau? Est-ce qu'on a des lettres magnétiques, enfin des chiffres magnétiques? Est-ce qu'on a des jeux avec un dé, etc. Donc les ressources mathématiques, c'est assez large. C'est pas forcément mathématiques scolaires. Les activités formelles et informelles que les parents vont faire à la maison. Alors les activités formelles, c'est est-ce que tu peux compter le plus loin possible? Les activités informelles, c'est viens on joue à cache-cache. Parce que dans on joue à cache-cache, ben finalement, ah oui, il y a quelqu'un qui contrôle mon ordinateur pour que j'aille plus vite. On joue à cache-cache, ben il y a est-ce que tu peux compter le plus loin possible? Et puis il y a ce qu'on appelle le math talk, c'est-à-dire est-ce que dans mon langage quotidien avec l'enfant, j'utilise des mots de vocabulaire à teneur mathématique, même chose, je ne parle pas de racine carrée ou de cosinus, mais c'est plus gros, il y en a autant, c'est loin, etc. Donc le niveau d'éducation mathématique, le niveau d'éducation des parents, le revenu familial, le niveau mathématique des parents et les activités mathématiques que les parents font à la maison, c'est important de le savoir, c'est des facteurs qui existent. Pour autant, c'est pas forcément utile d'insister beaucoup auprès des parents sur ce sujet parce que c'est très culpabilisant. Ah oui, vous êtes pauvre, bah du coup, votre gamin il va se galérer en maths. Donc c'est pas mal quelque chose qu'on doit garder en tête, mais pas forcément quelque chose, à mon avis, sur lequel on doit appuyer. En revanche, les attitudes, les attentes scolaires et les croyances maths, on peut jouer dessus. Et donc là, on a des idées à déconstruire. Les maths, c'est inné, on a la bosse des maths ou on l'a pas. Alors, c'est pas vrai. Donc non, la bosse des maths, alors oui, il y a des aires cérébrales qui sont dédiées au nombre, la bosse des maths en soi, elle n'existe pas, on a peut-être des facilités ou non, mais en soi, tout le monde est capable d'apprendre des maths.
Les maths, c'est réservé aux gens intelligents. Et on a démontré que l'intelligence, elle est corrélée au niveau mathématique, mais comme à plein d'autres choses. Et finalement, on peut avoir des difficultés mathématiques en étant quelqu'un de tout à fait intelligent. Les maths, ça sert à rien, c'est juste à l'école qu'on en fait. Non, les mathématiques, ça peut paraître évident, mais c'est important d'expliquer aux parents à quoi ça peut servir dans la vie de tous les jours. Quand on doit gérer un budget, faire des courses, retenir un numéro de téléphone, même si ce n'est pas du raisonnement mathématique, il y a les nombres à retenir. Quand je dois faire des mesures, préparer une recette, etc. Et puis, tout à l'heure, David, tu en as parlé, les maths, c'est pas pour les filles, c'est que pour les hommes, c'est que pour les garçons, c'est bien connu. Ça, c'est un stéréotype qui est très très puissant dans la société et qu'il faut évidemment déconstruire, qui est créateur de l'anxiété mathématique qui est beaucoup plus présente chez les petites filles, chez les femmes, chez les enseignantes et peut-être même chez les orthophonistes. Ça n'a pas été montré, c'est pour ça que je dis peut-être, mais en tout cas il y a probablement tout un tas de choses qui se transmettent parce qu'on a ce stéréotype que les mathématiques, c'est pas pour les filles, on est trop émotionnel, les hommes sont plus raisonnables, donc ils peuvent raisonner, donc ils peuvent faire des maths. Vous comprendrez que mon point de vue est bien tout autre. Les maths, c'est aussi important que la lecture. On a des études, notamment celle-ci de Ritchie et Bates en 2003, qui démontrent qu'à 7 ans, en CP, le niveau de mathématiques, il était aussi prédicteur que le niveau de lecture pour le niveau socio-économique de ses futurs enfants, donc quand ils ont eu 42 ans. Donc c'est quand même quelque chose de puissant. Et ça, il faut l'expliquer aux parents. Les maths, c'est important, ça détermine beaucoup de choses. Et enfin, les maths, c'est pour tous et toutes. Je remets une petite couche sur l'aspect du genre, mais aussi pour l'âge. Les mathématiques, c'est pas que en CP, quand on commence à faire des maths, des calculs. On en a déjà à la maison à 2 ans, on en a à la crèche, on en a à la maternelle. Et je n'ai pas mis mot pour mot sur ma slide, mais c'est aussi pour toutes les ethnies. Il y a des stéréotypes à ce niveau-là aussi, et donc c'est important de dire que c'est pour tout le monde. Au niveau des ressources, des activités et du parler maths. Alors au niveau des ressources mathématiques, il va y avoir une première limite selon les familles avec lesquelles on est, c'est les ressources financières. C'est une réalité et qu'on peut pas passer au travers. A priori, on glisse rarement un billet à une famille pour qu'elle aille acheter du matériel. Mais par contre, globalement, on a les ludothèques où il y a beaucoup de matériel et qui sont dans beaucoup de villes maintenant. On a les livres à la bibliothèque et ça, on peut, je vous en parlerai. Oui, je vous en parlerai tout à l'heure. Avec des livres, on peut faire des mathématiques. On a les objets du quotidien. Alors, sans parler du jouet avec les verres et que ça devienne l'activité catastrophique du week-end, mais dans une cuisine, on a des choses qui sont solides, qui abîment pas et avec lesquelles l'enfant peut jouer assez facilement, par exemple des petites cuillères, et on peut faire des mathématiques. Il y a la nature, alors aussi bien on a un jardin, il y a un parc à proximité de ville, ou même en fait dans la rue quand on se promène et qu'on peut commenter les panneaux, les voitures, les magasins, etc. Donc des ressources mathématiques, et ça au niveau de la prévention c'est quelque chose qui est important. Il ne suffit pas de dire aux parents oui mais des maths il y en a de partout au quotidien, voilà, essayez de faire des maths. Non, si les parents ils sont là et qu'ils ont besoin de nous, c'est justement qu'ils ont besoin qu'on leur montre où est-ce qu'il y a des mathématiques et comment on peut en faire. Et comment on peut en faire, par exemple, dans la rue quand on se promène. Au niveau des activités, donc les activités informelles, c'est jouer à un jeu de plateau, qu'on peut même télécharger maintenant sur Internet et l'imprimer, et ça fait parfois le travail. C'est participer à faire une recette de cuisine, ne serait-ce que, alors sans parler de gérer les couteaux et les fours, mais de pouvoir touiller la farine, et donc avant de la touiller, il faut la mesurer, évidemment, sinon c'est pas des mathématiques. De compter les pommes, de vérifier qu'on a bien tout mis, de régler le four ensemble. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire dans des activités de cuisine, de jardinage, de bricolage à la maison, peu importe selon nos intérêts en tant qu'adultes. Et puis par exemple participer aux achats du quotidien. Et puis il y a des activités formelles qui sont aussi importantes, comme faire réciter la comptine numérique aux enfants de maternelle, faire réciter les tables de multiplication quand on descend dans l'ascenseur et qu'on a 3 minutes à perdre, faire résoudre des calculs mentaux. Et le calcul, c'est comme la lecture, moins on calcule, moins on est bon, plus on calcule, plus on encode, et plus nos stratégies deviennent automatiques. Et enfin, il y a l'importance d'utiliser du vocabulaire mathématique, bien avant le vocabulaire mathématique de l'école. Il y en a beaucoup, c'est dessus, c'est dessous, c'est autant.
tu es rapide, etc. Donc tout ce vocabulaire de la vie de tous les jours qui va mettre en situation, mettre en mots des concepts et qui va aussi faire le lien non seulement avec les mathématiques, mais ensuite avec la physique, puisqu'on va manipuler tout un tas de concepts de la vie de tous les jours. Et donc tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont prédicteurs du développement mathématique de l'enfant. Alors, les programmes d'intervention qui ont été faits dans la littérature scientifique. Moi, je ne vais pas vous parler de programmes que j'ai fait moi-même, je vous expliquerai pourquoi, mais de ce qui existe. Donc, on a observé qu'il y avait 3 dispositifs d'intervention qui ont été mis en place dans la littérature scientifique. Organiser une ou des rencontres avec les parents pour leur donner ces informations. Finalement, toutes les informations que je viens de vous donner. Encourager les familles à effectuer des activités à la maison. Et pas simplement, je vous encourage à faire des activités. Les aider là-dedans, leur apporter de l'aide, leur donner des idées, donc vraiment les soutenir là-dedans. Et enfin, proposer un suivi régulier. Les suivis réguliers qui ont été proposés, c'était un SMS envoyé tous les 3 jours. Pensez à faire votre activité mathématique avant demain. Donc vraiment de dire, vous êtes dans le programme et ne nous oubliez pas. Au niveau des rencontres d'information, ça a traité généralement de l'importance des mathématiques, de ce sentiment d'efficacité en tant que parent. Vous êtes capable, vous connaissez les mathématiques que l'enfant doit maîtriser à cet âge-là. Les activités qu'on pourrait faire dans une maison, les stratégies qu'on peut mettre en place. Par exemple, quand on ouvre un livre et qu'on veut glisser discrètement des mathématiques, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut compter les choses, les images qui sont sur la page, etc. Donc donner des instructions précises, une liste de mots de vocabulaire en fonction de l'âge de l'enfant, parce que savoir que finalement mon enfant de 4 ans, c'est plutôt ce vocabulaire, et puis mon enfant de 6 ans, plutôt celui-ci, en tant que parent, si je ne le connais pas forcément. Et enfin, des questions qu'on peut suggérer aux parents à poser à leur enfant. Globalement, dans une revue de littérature avec Aurélie Marcelot, qui est mon l'étudiante en orthophonie que je supervisais depuis 2 ans, elle a mené une revue de littérature sur ces programmes-là et elle les a classifiés en 3 niveaux de guidance. Il y a des études qui ont mené des études de guidance avec un faible soutien. C'est-à-dire qu'on encourageait à faire une activité mathématique, mais on ne fournissait pas d'aide particulière. Donc on expliquait que c'était important, etc., qu'il faut faire des mathématiques à la maison, mais sans aide particulière. Deuxième, ce qu'elle a considéré comme étant quelque chose d'intermédiaire, donc un encouragement à réaliser des activités mathématiques à la maison, et soit des stratégies qui étaient fournies, soit le matériel, soit des idées, donc avec un peu plus de soutien. Et enfin, un engagement un peu plus important, qui était l'encouragement aux activités, le fait de fournir une liste d'activités, de mots de vocabulaire, de stratégies selon ce qui était visé, et le suivi régulier des familles. Et vous imaginez bien que le 3e, c'est celui qui montrait la plus grande taille d'effet, donc la plus grande efficacité. Dans toutes ces études-là, je vous disais, ça représente une 20aine d'études. Donc on est très très loin de ce qui s'est fait dans le monde au niveau du langage oral et du langage écrit. On est au balbutiement des études en mathématiques de manière générale, mais particulièrement sur cette étude. Les enfants qui ont été visés, c'est des enfants de maternelle jusqu'à la fin de primaire, donc globalement, pas dans une seule étude, globalement dans toutes ces études. Des enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés, et puis des enfants dont les parents avaient une anxiété mathématique. Dans aucune étude, il y avait des enfants qui avaient un trouble d'apprentissage en mathématiques. Donc c'est des enfants qui étaient à risque de développer des difficultés, mais il n'y avait pas d'enfants qui avaient été diagnostiqués. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait. Je vous donne un exemple d'une étude. Ojnowski, en 2016, propose une intervention par les livres, avec l'argument de terrain qui dit les livres, c'est pas une ressource très chère, c'est une ressource qui est illimitée. On va dans une bibliothèque, on a quand même beaucoup de livres pour une tranche d'âge d'enfant, donc c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Et puis les parents, pas tous les parents évidemment, mais lire des histoires, c'est peut-être plus facile, si tant est que le parent est lecteur évidemment, que de jouer au Lego et de mettre des mathématiques à l'intérieur, par exemple, de ce jeu. Donc dans cette intervention, c'est une seule séance d'information où on va décrire ce que le parent doit faire, on lui donne des exemples, qu'est-ce que c'est le nombre, qu'est-ce que c'est le comptage, qu'est-ce que c'est de mesurer, donc tout un tas de concepts mathématiques. Et la formation, elle est explicite, c'est-à-dire qu'il y a du modeling, donc l'équipe de recherche montre aux parents comment on met des mathématiques dans les livres.
Les parents se pratiquent, ont du feedback, et ensuite, une fois qu'ils sont prêts, ils font ça avec leur enfant. Et donc, on encourageait à utiliser un vocabulaire mathématique précis, puisqu'il y avait une liste qui était fournie. On encourageait ce qu'on appelle la lecture-dialogue. J'imagine que c'est quelque chose que vous devez connaître, c'est quelque chose d'assez connu au niveau de la lecture. Donc on sort de simplement ce qui est écrit sur le livre, mais on va faire de l'évocation, poser des questions, décrire les images, pour aller au-delà de simplement ce qui est écrit. Et puis on donnait des stratégies aux parents de faire demander à l'enfant naturellement de compléter des phrases, de faire du rappel. Ah, qu'est-ce que tu te rappelles de la page qui était juste avant? Donc de poser des questions. Donc on leur donne ces stratégies-là. Et le parent, il recevait 3 livres par semaine. Donc 3 livres par semaine qui n'étaient pas des livres mathématiques, c'était des histoires pour enfants. Ils ont testé ce protocole avec 6 familles d'enfants de 4 ans. Et globalement, ils ont montré une amélioration globale. Donc il y avait une augmentation du nombre total d'échanges. Les parents et les enfants discutent plus qu'avant l'intervention. Donc je passe tous les détails des mesures, mais c'est des choses qui avaient été mesurées. Il y a une augmentation du nombre total d'échanges mathématiques pour 6 parents et 4 enfants sur 6. Donc tous les parents mettent plus d'échanges mathématiques. Par contre, il n'y avait que 4 enfants sur 6 qui, en réponse, vont aussi mettre plus d'informations mathématiques dans leur discours. Les parents vont majoritairement utiliser des questions et des commentaires. C'est quelque chose dont ils s'emparent, c'est plus facile. Et ce qu'ils observent, et ça c'est important, c'est qu'il y a une généralisation. Donc après ça, on leur proposait des livres où cette fois il n'y avait pas les stratégies, les listes de vocabulaire mathématiques, c'était juste on vous donne d'autres livres à utiliser. Et ces effets-là, d'augmentation du nombre d'échanges, etc., ils ont été repérés aussi chez les parents qui utilisaient. Chez les parents quand ils utilisaient les autres livres sans instruction particulière. Et puis en termes de validité sociale, les 6 parents qui ont été interrogés jugent que c'est acceptable, que c'est en adéquation avec leurs valeurs, ils ont trouvé ça efficace et que c'est facile à mettre en place dans leur vie quotidienne. Donc mon take-home message, c'est il y a 3 catégories de facteurs: la tâche, l'enfant et l'environnement. L'environnement, il joue un rôle primordial dans le développement mathématique. Il y a des programmes d'intervention qui existent à l'international. Maintenant, il faut les développer sur le terrain français, qui est un terrain particulier, parce qu'il y a des différences culturelles entre les pays. Mais attention, l'environnement, ça ne crée pas la dyscalculie. On va pouvoir, à mon avis, faire en sorte que certains enfants ne se retrouvent pas avec des difficultés d'apprentissage si on met en place des moyens de prévention. Ça n'empêche que ça ne fera pas disparaître la dyscalculie. Il y aura peut-être moins d'enfants qui seront estampillés dyscalculiques alors qu'ils ne le sont pas forcément. Alors je vous remercie de votre attention et je peux avoir peut-être 2 questions.